Ils rêvaient tous de se faire inviter par lui dans le studio en particulier d'Europe 1 et pourtant il ne les ménageait pas. Jean-Pierre Elkabbach est décédé hier à l'âge de 86 ans. Extrait. Ce que vous venez de dire reflète un peu ce que vous avez entendu sur la lutte contre l'impérialisme, la progression. Non ? Oh non. Parce que ça fait 20 fois que je discute avec vous. Mais vous n'en parliez pas comme ça. Vous n'en parliez jamais comme ça. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous n'avez pas de regrets? Non mais vous, de quoi me parlez-vous, monsieur Elkabbach? Vous n'étiez pas je vous reconnais bien là, dans la provocation. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Comment quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. D'abord, elle ne va pas se fracasser. Je pense qu'on peut réussir cette réforme, même si les résistances sont nombreuses. Et qu'au fond, vos parents? Ma mère est femme de ménage et mon père, désormais retraité, était commerçant. Mais elle est encore femme de ménage? Oui, elle est encore femme de ménage. Vous la laissez être femme de ménage? Je trouve que cette question est un peu indécente. La Crimée est à vous, c'est ça? La Crimée, conformément à la volonté des gens qui y habitent, fait partie de la Fédération de Russie, une entité fédérale de Russie. Voilà, un florilège de ce que fut le style Jean-Pierre Elkabbach, un style unique en son genre. C'est une page de l'interview du journalisme français en fait qui se tourne avec la disparition de Jean-Pierre Elkabbach, qui a été journaliste d'abord, mais patron de presse aussi, avec plus ou moins de bonheur. Merci beaucoup d'être avec nous, Patrice Duhamel. Vous êtes journaliste, écrivain, amoureux de la politique. Est-ce que, sans vous faire offense, on peut dire que vous êtes de cette génération du journalisme politique, là, et vous avez effectivement, vous l'avez côtoyé. Un souvenir, là, tout de suite, peut-être une anecdote d'ailleurs, qui vous a le plus marqué avec lui. Plus un souvenir qu'une anecdote. Le souvenir, c'est l'extraordinaire puissance de l'interview de François Mitterrand à l'automne 94, après la publication du livre de Pierre Péan sur le passé de François Mitterrand pendant l'occupation. Et parce que j'ai ce souvenir, alors c'est en même temps une anecdote, parce que Jean-Pierre, pour un des livres que je faisais sur l'histoire de l'Élysée, les présidents, etc., m'avait raconté plusieurs fois la manière dont ça s'était passé, qu'il était président de France Télévisions, donc il n'était pas censé faire des interviews, il était censé diriger, voilà. Et Mitterrand avait dit, moi je veux bien parler de ça, je veux bien répondre à la polémique provoquée par le livre de Péan, mais je veux que ce soit vous. Alors c'était pas facile pour un président de France Télévisions, il accepte. Il vient voir François Mitterrand 1 heure avant l'interview, Mitterrand allongé sur le lit, pouvant à peine bouger dans ses appartements privés. Finalement, il y a un médecin qui vient, il arrive à le remettre debout. Ils arrivent tous les deux dans le studio. Et Jean-Pierre m'a dit, et c'est ce qui ressortait de ces interviews, c'est-à-dire que plus ça avançait, plus il y avait une espèce de fluide qui passait de Jean-Pierre Elkabbach à son interviewé, et il me dit à la fin de l'heure qu'a duré l'interview, lui il était en pleine forme et moi j'étais épuisé. Ça c'est l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de combat quand même dans ces interviews. Et l'interview de Jean-Pierre sans combat, c'était une interview ratée. Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes aussi avec Jean-Pierre Elkabbach, si vous me permettez. On a partagé des années communes à Europe 1 avec François Clémenceau. Merci d'être avec nous, François. Après cette matinale avec Jean-Baptiste Boursier, Jean-Pierre Elkabbach, ça n'était pas quelqu'un qui listait des questions en fonction de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler des punaises de lit, de Poutine. Non, il posait une question, il disait, qu'est-ce qu'il va me répondre? Il va me répondre ça? Alors moi, je vais les relancer comme ça. Mais si il me répond ça, alors je vais lui répondre ça. Et c'était donc un exercice dans lequel on ne s'ennuyait jamais. Il y avait des défauts, hein, mais on ne s'ennuyait jamais avec Jean-Pierre Elkabbach. Et par ailleurs, c'était effectivement un corps à corps de ce point de vue-là. C'était, et vous avez raison, il en sortait épuisé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que... François Clémenceau, vous aussi, vous avez des anecdotes. Oui, parce que Jean-Pierre, c'était pas seulement la politique française, c'était aussi la politique européenne et la politique internationale au sens large. Il avait été correspondant en Allemagne, il en avait gardé des souvenirs assez émouvants et il souhaitait inscrire
ces interviews dans ce cadre global qui est que la France n'est rien toute seule et que donc pour la comprendre, il faut aller suivre les grandes élections en Europe, il faut aller à l'étranger, au Proche-Orient. Et donc moi je l'ai accompagné dans certains de ses voyages à l'étranger et dans ses interviews de grands leaders mondiaux. Et c'est vrai que il avait ce souci, mais qui pouvait le hanter jusqu'à très très tard dans la nuit avant de se lever très très tôt, de savoir exactement la bonne question avec laquelle il commencerait l'interview. L'entame. Mais bien sûr. Et ça nous est arrivé plusieurs fois. Moi, je me souviens notamment lorsqu'on est allé au Vatican, c'était Gorbatchev allait rencontrer Jean-Paul II. C'était la première fois qu'un président soviétique encore rencontrait un pape. Et Jean-Pierre avait installé dans ce studio au Vatican des interlocuteurs russes et des catholiques. Et on sentait bien qu'il était absolument fasciné par l'histoire en direct. Ouais. Et qu'en même temps, il voulait prendre le recul pour essayer de bien comprendre ça. Il voulait y participer à l'histoire en direct. Mais voilà, c'est ça qui est important. Très souvent, dans les entretiens avec les grandes figures internationales, il faisait passer des messages venant de ses patrons, de ses actionnaires. Moi, je me souviens que, par exemple, avec Gorbatchev, il avait fait passer un message de Jean-Luc Lagardère, qui à ce moment-là était le propriétaire d'Europe 1. Il aimait tellement le pouvoir qu'il voulait l'exercer lui-même. Alors, il l'a exercé à la tête de France Télévisions, d'Europe 1, mais il l'exerçait aussi à travers ses interviews. C'était un homme de pouvoir. Avant les interviews à Europe 1, il recevait, par exemple, des jeunes ministres qui venaient d'être élus. Il leur disait ce qu'il fallait répondre. Oui. Et s'il n'avait pas une information à lui apporter, il les terrorisait un peu. C'était ça aussi, Jean-Pierre Elkabbach. C'était une autre époque. Mais vous parliez de l'entame. On va se remettre à l'oreille l'entame donc de l'interview, assez mythique, effectivement, avec André Valigny, secrétaire d'État à l'époque. Écoutez. Quelle couleur vous préférez pour le mur ? Pour le mur, quel mur ? Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. D'abord, elle ne va pas se fracasser. Je pense qu'on peut réussir cette réforme, même si les résistances sont nombreuses. Les Français attendent cette réforme. Voilà, André Valigny, merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai que, à votre corps défendant, peut-être, cet extrait va rester dans l'histoire. Quel souvenir vous en avez eu ? Parce que souvent, c'est le visage des interlocuteurs de Jean-Pierre Elkabbach qui est assez effectivement intéressant aussi à observer au moment où il lance sa saillie. Vous vous souvenez de ce moment ? Oui, bien sûr, je m'en souviens. Et d'ailleurs, on en parlait chaque fois que je le voyais, on parlait de ça avec Jean-Pierre Elkabbach pour s'en amuser. Mais sur le moment, ça n'a pas été facile. C'était totalement désarçonnant. Je ne voyais vraiment pas de quel mur il voulait parler, mais c'était son style. Il fallait qu'il déstabilise son interlocuteur dès la première question. Et absolument. Et donc, ça produisait son effet. Et donc, derrière, évidemment, vous passiez toute l'interview à vous dire, mais voilà, il faut que je me rattrape. Qu'est-ce qu'il vous disait avant l'interview ? Il vous conditionnait ou pas quand vous étiez... Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'a toujours frappé, parce que la première fois que j'ai été invité par Jean-Pierre Elkabbach, c'était au lendemain de l'audition des acquittés de l'affaire Doutreau. J'étais président de la commission d'enquête. Et cette audition qui avait duré toute la journée avait ému la France entière. Et le soir, vers 18h, on m'a prévenu qu'Elkabbach m'invitait. Il m'a appelé vers 21h, 22h, il faisait toujours comme ça. Et on préparait l'interview ensemble. Il voulait absolument qu'on dise des choses. Ça a été dit juste avant moi, tout à l'heure, par l'un de vos interlocuteurs. Il travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le matin, il fallait arriver vers 8h moins le quart à Europe 1. Et il avait des fiches remplies de notes qu'il avait écrites, de photocopies, d'articles de journaux. Il avait des stabilos boss. Il avait travaillé son interview, travaillé son sujet. Donc il fallait que soi-même, on soit bien au point, parce que les questions étaient souvent très pointues. Merci beaucoup André Valigny, c'était important de vous entendre ce matin à propos encore une fois de cette interview mythique. Valérie Nataf, éditorialiste politique LCI, et un des traits de caractère que soulignent tous ceux qui évoquent Jean-Pierre Elkabbach, évidemment, c'est son insatiable curiosité, et puis c'est sa pugnacité, et sa pugnacité aussi face à la concurrence. Une anecdote, c'est juste au Palais Bourbon. Il va écouter le discours de Tony Blair. Il est avec un jeune journaliste d'Europe 1 et il dit cette phrase que vous avez forcément entendue, François Clémenceau. Il lui dit « on va les niquer ». Et pardon pour la familiarité du terme, mais c'était un mot qui revenait beaucoup dans sa bouche. Ouais. Il voulait évidemment
évidemment arrivé avant tout le monde. Vous avez vécu ça? Alors, moi, je n'ai pas travaillé avec lui, je n'ai jamais travaillé à Europe 1, mais il y a eu les accords de Matignon entre les Kanaks et les Caldoches, Jean-Marie Djibaou, Jacques Lafleur. Jean-Pierre Elkabbach avait beaucoup suivi cette affaire, et donc, le lendemain des accords de Matignon, il reçoit dans son studio à 18h, je veux rappeler ça parce qu'il a fait du 18h un rendez-vous, ce qui n'était pas le cas avant. Il reçoit Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur. Et moi, j'étais en studio et je devais les amener en plateau du 20h de TF1. Et plus l'heure avançait, et plus je voyais qu'il me regardait en se disant « elle va pas les emmener, la petite ». Et finalement, mes interlocuteurs, Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, se sont levés pour que je puisse les emmener. Mais je trouve qu'il y avait à la fois ce que vous avez dit, il était détesté pour ça, la pugnacité, sans foi ni et en même temps une forme de tendresse, puisqu'il m'a appelé le lendemain en me disant « bien joué ». Mais, oui, bien joué. Oui, voilà. Le respect de l'adversaire. Le faire bien joué sa carte. Patrice Duhamel, votre frère a constitué évidemment un couple, je pense, inédit dans l'histoire du journalisme politique. Une anecdote encore. J'ai réalisé un film, un portrait d'Alain Duhamel pour une collection de France 5. Et Jean-Pierre Elkabbach, je les avais réunis. Jean-Pierre Elkabbach, on jouait au jeu de la différence. Il y en a beaucoup, vous allez nous en parler. Et Jean-Pierre Elkabbach disait, ce qui est très très différent entre Alain et moi, c'est que Alain, il a réservé sa concession, sa place dans le cimetière. Et moi, j'ai peur de la mort. C'est ce qu'il dit dans le film avec une voix vraiment très, très solennelle. Il était méditerranéen, il avait peur de la mort, il bouffait, c'est pour ça qu'il bouffait la vie par tous les bouts. Il n'avait pas peur de la mort, il était absolument obsédé par la mort. Et c'était des grands amis, Alain et Jean-Pierre. Je ne veux pas parler à la place de mon frère aîné. Mais on a parlé des démêlés de Jean-Pierre Elkabbach avec François Mitterrand et la gauche. Il a été viré, comme d'autres, après 81. Et puis, il s'est rapproché de François Mitterrand. Et très souvent, dans les années qui ont suivi, et pendant les 14 ans de mandat présidentiel de François Mitterrand, ils recevaient tous les deux un coup de fil le vendredi soir et du secrétariat de Mitterrand qui leur disait il y a un hélicoptère à Issy-les-Moulineaux demain à midi, vous venez, le président vous emmène à Vézelay. Ils allaient visiter la basilique de Vézelay, ils allaient déjeuner à côté, tous les trois. Ils parlaient très peu politique. Quand ils parlaient politique, c'était très détendu. Quand il parlait littérature, ça devenait très tendu parce que Mitterrand ne supportait pas qu'on ne soit pas de son avis sur la littérature. Ça, c'est clair. Il a toujours été comme ça. Et surtout, et Alain me racontait, il était très frappé par ça, et Jean-Pierre m'en a parlé aussi. Il parlait après, à partir de 15h, et ça durait 2 heures, 3 heures, jusqu'à la fin d'après-midi du samedi, il ne parlait que de la mort. Il ne parlait plus que de ça. Et... Notamment, alors je ne veux pas parler d'affaires intimes, familiales, mais plus qu'Alain, qui lui avait tout organisé comme à son habitude. Exactement, qui avait tout prévu. Voilà, le protestant. Voilà. Et évidemment le garçon d'Algérie, juif d'Algérie. Laïque d'Algérie, mais qui était, encore une fois, qui avait une passion de la vie. Et il avait une telle passion de la vie qu'il s'intéressait à tout. C'est pour ça que je ne voudrais pas réduire uniquement Jean-Pierre à l'actualité politique et internationale. En fait, quand il est revenu à Europe 1 après avoir quitté France Télévisions, il a créé une émission qui s'appelait Découverte. Oui. Parce qu'il n'avait pas le droit de faire le matin et le soir. Il le disait et cette lui-même. émission Découverte entre 18h et 20h le soir, c'était pour découvrir tout. C'est-à-dire la science, la littérature, l'art. Mais même les chansons, la variété, il a parfois eu des invités. Et résultat, enfin, je me rappelle plusieurs interviews même qu'il a faites le matin, parce qu'il n'a pas abandonné cet esprit-là le matin. Tout le monde pensait que le matin, il allait interviewer un grand homme politique, un jeune député qu'il avait lui-même découvert. Non, il lui arrivait d'inviter un professeur de physique nucléaire que personne ne connaissait, pour lui faire raconter des choses que personne ne soupçonnait. Pardon, je vous interromps parce que je voudrais qu'on joigne, si vous le permettez, Alexandre Bompard, qui nous donne quelques instants pour évoquer Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour Alexandre Bompard, merci d'être avec nous aujourd'hui, PDG de Carrefour, mais vous avez été président, directeur général d'Europe 1 à la suite précisément de Jean-Pierre Elkabbach, c'était en juin 2008. Il a gardé l'interview politique. D'abord, évidemment, un souvenir marquant lorsque vous l'avez rencontré. Il avait déjà cette personnalité très, très importante dans le paysage.
Oui, et par nature, notre rencontre était singulière, puisque je lui succédais à la tête d'Europe 1. Donc, c'était singulier. J'étais le jeune manager qui montait un petit peu. Et donc, je me souviens de ce premier rendez-vous. Moi, je suis passionné par la politique. Donc, j'ai grandi avec sa voix, ses interviews. Et tout à coup, je me retrouvais avec lui et nous préparions la passation de témoins. Et c'est évidemment un moment très fort. D'une première rencontre où, au fond, il faisait comme il faisait toujours avec les jeunes qu'il rencontrait, que ce soit des jeunes journalistes, des jeunes politiques, des jeunes chefs d'entreprise, il me jaugeait. Et je me souviens d'une rencontre qui a duré 1h30, où on n'était que tous les deux, et on calait la chorégraphie de la passation de témoins. Et ça a été un moment évidemment très fort pour moi. Et vous étiez le patron, Alexandre Bompard. Il était votre subordonné. Comment ça se passait, lui qui avait été patron de France Télévisions, par exemple? Je crois qu'on a tous les deux fait preuve, j'allais dire, d'intelligence dans la compréhension de ce que ça signifiait. Vous ne devenez pas le patron de Jean-Pierre Elkabbach. Vous créez un type de relation qui fait que vous installez au bout d'un moment de la confiance. On a eu quelques semaines où il a fallu qu'on s'est un peu reniflé. Et puis on a créé ensuite de la confiance. Il a vu toute une nouvelle équipe arriver. Marc-Olivier Fogiel a pris la matinale. Et on a créé une relation de confiance. Il a vu assez vite qu'à côté du manager qu'il regardait, j'étais passionné par la politique et par l'histoire, par la chose publique, qui a nourri notre dialogue et notre relation. Et on a construit assez vite quelque chose d'assez naturel. Et je me souviens, j'ai mis le souvenir comme tous vos invités, ce qui me frappait incroyablement au-delà de la curiosité, du perfectionnisme, c'était l'inquiétude. J'étais toujours très frappé j'ai fait partie évidemment, je dirigeais la station, donc il m'appelait le soir pour me donner son invité. Et à 22h, je me souviens d'appels très réguliers où il me disait, mais est-ce que c'est le bon invité demain? Est-ce qu'on ne devrait pas changer? Est-ce que l'actu n'est pas ailleurs? Comme si chacune des interviews, chacun des dialogues était tout à fait essentiel. Il n'a jamais été refus de rien. C'est très, très juste. Le pilotage automatique, ça n'existait pas, le pilotage automatique. Ce qui existait, c'était l'intensité, le bouillonnement, la reprise de la dépêche AFP à 8h35. C'était d'incroyables moteurs pour lui. C'est extrêmement juste ce que vous dites. Et permettez une anecdote rapidement. Jean-Pierre Elkabbach, qui sort du studio d'Europe 1 après son interview, il débordait toujours, donc un peu plus tard que prévu, et il alpaguait une stagiaire ou un stagiaire qui avait 20 ans, qui n'avait encore rien fait, pardon pour lui, mais dans ce métier, et il lui disait « ça a été ». Et c'est à lui qu'il demandait. C'est incroyable. Et ça, c'était très caractéristique de l'angoisse qu'il animait tous les jours, alors que, pardon, c'était un vieux briscard de l'interview politique. Il avait tout fait, Alexandre Bompard. Il avait tout fait, mais chacune des interviews était essentielle. Et même quand il recevait... On était au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y avait donc toute une génération de jeunes ministres, secrétaires d'État qui approchaient et qui arrivaient en fonction. Et je me souviens que même ces interviews-là étaient pour lui... C'était lui qui avait peur. C'était lui qui était tendu d'arriver à sortir quelque chose de ce dialogue, qu'il se crée quelque chose à l'antenne. C'était très saisissant à observer. Moi, j'arrivais tous les matins à 6h30, je voyais Marc-Olivier, et puis ensuite, je passais du temps avec lui dans son bureau. Et c'est quelque chose qui me frappait toujours avec ses stabilos, ses fiches. Voilà. Le pilotage automatique qui aurait été si naturel, si facile, il aurait vraiment pu le faire tous les jours, les mains dans les poches. Et ça n'existait jamais. Et est-ce qu'il demandait des conseils ou en réalité, il avait besoin d'être assuré, mais il les acceptait pas vraiment, il les écoutait pas? Non, moi je trouve qu'il écoutait les conseils. Comment j'ai été, est-ce que c'est le bon invité demain? C'était pas fin, c'était pas une posture, c'était pas de la réassurance. Il se nourrissait de ce dialogue-là. Alors il en prenait ce qu'il voulait, hein. Mais c'était pas un artifice. Je me souviens, j'ai un souvenir très fort du jour où il était allé interviewer Jacques Chirac, qui venait de sortir son autobiographie, qui n'avait pas parlé depuis très longtemps et qui n'a d'ailleurs parlé qu'à Jean-Pierre Elkabbach. Et nous étions allés tous les deux à la rue de Lille. C'était une interview qui avait été délocalisée rue de Lille. Et on avait beaucoup échangé avant. Et sur les angles, j'avais lu le livre, lui évidemment lui aussi, et je me souviens d'un vrai dialogue
parce qu'il se nourrissait de ça. Il se nourrissait des dialogues, et puis quand il considérait qu'éventuellement vous aimiez, vous connaissiez, vous aviez des idées, vous n'étiez pas trop bête, ça l'enrichissait dans la manière dont il allait construire son dialogue. Dernière question, Alexandre Bompard. Est-ce qu'il se mêlait de la gestion des affaires? C'est Patrice et François Clémenceau qui rappelaient à quel point, il aimait aussi le pouvoir. Il a été patron de France Télévisions, mais il aimait aussi avoir une forme d'exercice du pouvoir, même quand il était que journaliste. Et il se mêlait de vos affaires ou pas, à la direction d'Europe 1? Moi, j'ai toujours eu un caractère assez indépendant, et je l'avais plus jeune. Donc, il a assez vite compris que le jour où je prenais la responsabilité, je la prenais pleine et entière. Et donc, ça se limitait à un élément qui était très important pour lui et qui était un petit jeu que nous avions. Vous savez, on a toujours les audiences radio 48 heures avant le moment où elles sont diffusées. Et à ce moment-là, je me souviens qu'il déployait tout un tas de stratagèmes, et moi aussi d'ailleurs, pour me croiser et avoir l'audience avant. Et donc là, à mon tour, je me retrouvais face au répondait Alexandre Bompard, quelle est l'audience? Et alors, il essayait, à l'époque, nous étions autour de 10, donc il me disait 10, 2, 10, 1, et il tournait autour pour essayer de savoir où nous étions, parce qu'il avait envie de savoir. Mais sinon, non, à partir du moment où il a compris que j'avais mon caractère, éventuellement ma capacité à gérer, il m'a laissé totalement faire, et nos seuls échanges, c'était des échanges d'antenne, c'était des échanges politiques, c'était des échanges pour... Puis il aimait ça, il aimait la compétition. C'était des belles années d'Europe 1, on était à 2e radio de France. Ça le titillait d'être dans l'équipe, c'est-à-dire qu'il n'en était pas à l'origine, puisque j'étais arrivé avec toute une équipe. Et au fond, assez vite, il s'est dit, il y a une dynamique qui se crée, j'ai envie d'en être, j'ai envie de contribuer au succès de cette période-là aussi, alors qu'il avait en effet tout fait avant. C'était ça aussi, c'était assez exceptionnel. François Clémenceau, pour finir. Oui, non, mais je crois qu'il y avait, vous y avez fait allusion chez Jean-Pierre, à la fois effectivement le besoin de faire des coups, c'est-à-dire d'être le premier, d'être le seul, d'avoir l'interview unique, celle qui allait faire l'actualité du jour, et en même temps le besoin de se sentir utile à la démocratie. Il était totalement convaincu que le journalisme était une façon d'être citoyen, et ça a amené chez lui ce que beaucoup lui ont reproché d'ailleurs, et probablement à juste titre, d'être parfois de connivence avec un certain nombre de responsables politiques, parce qu'il voulait avoir cette impression d'être utile, de participer à la vie démocratique et donc d'influer sur la vie démocratique. Je me souviens d'une fois, en voyage avec lui, lorsqu'on revenait du Proche-Orient, dans un avion d'Hubert Védrine, il m'avait dit « T'as vu ? Et je dis « Mais quoi ?» Il me dit « Mais c'est lui, il a raison. » Je dis « Mais il a raison sur quoi ?» Il me dit « Mais aux responsabilités qu'il a. Tu te rends compte, l'avenir du Proche-Orient, l'avenir du monde, il était fasciné par l'impact des décisions politiques sur la vie des citoyens et il voulait effectivement en être le plus proche possible. Alexandre Bompard, merci infiniment. On vous rend à vos responsabilités. Merci infiniment d'avoir bien voulu témoigner sur LCI. Voilà, on voit la fiche. On voit les fiches. Vous avez dû les voir aussi très souvent, Alexandre Bompard, les fiches avec les stabilos et toutes les phrases et les rebonds possibles avec les hypothèses effectivement d'échange. Là, il est avec Jean-Yves Le Drian. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Alexandre Bompard. Tiens, même Poutine trouvait qu'il y allait un peu fort, Jean-Pierre Elkabbach face à lui. Regardez. Je pense que vous exagérez un peu en disant qu'une guerre approche. Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche? Pourquoi essayez-vous de faire peur à tout le monde? Parce que l'Ukraine n'est pas loin d'ici. Et alors? Et c'est là qu'il y a la guerre. Et quand il dit il y a la guerre, elle est là. Ce n'est pas une guerre là-bas. C'est une opération de représailles que mène le pouvoir de Kiev contre une partie de sa population. Ce n'est pas une guerre étrangère, il y a là une grande différence. Voilà, Vladimir Poutine qui regarde Jean-Pierre Elkabbach en lui disant celui-là. Et il avait raison. 2014, il avait raison, évidemment, dans sa question. Il pose déjà la question sur l'Ukraine. Bonjour Arlette Chabot, merci infiniment d'être avec nous. Il y a quand même un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est que Jean-Pierre Elkabbach a été un journaliste détesté à une époque. Il a subi l'alternance, à l'époque où la gauche était aussi sectaire que la droite. Il a été viré en 1980. Son nom a été conspué place de la Bastille au soir de la victoire de François Mitterrand. Et à ce moment-là, il a connu des traversées du désert. Il en a eu plusieurs, hein. Oui, il a eu plusieurs traversées du désert, mais je veux dire que son retour a été extraordinaire parce qu'il est revenu à Europe 1 par la petite porte, c'est-à-dire une émission en tout début d'après-midi. C'est pas là qu'on fait des audiences canon, mais cette émission qui s'appelait Découverte lui a permis de revenir.
Et au fond, pour moi, Découverte, c'est une émission qui illustre parfaitement le talent dont on ne parle pas assez de Jean-Pierre Elkabbach. Pour moi, c'était l'homme qui était d'une curiosité incroyable et qui surtout ne voulait pas rater le nouveau romancier dont on allait parler 3 mois ou 6 mois ou 1 an plus tard, le nouveau cinéaste, le nouveau philosophe, le futur meilleur médecin, et puis les politiques dont on allait aussi découvrir parfois le talent et que lui avait découvert avant les autres. Et je dois dire que pour moi, ce qui est le plus important et ce que je retiendrai de Jean-Pierre Elkabbach d'abord, c'est ça. Cette incroyable curiosité, ne jamais être en retard d'un débat. Voilà, je suis sûre qu'aujourd'hui, il serait sur l'intelligence artificielle à vous dire, mais c'est le débat d'aujourd'hui, il faut en parler tous les jours. Évidemment, l'écologie n'est pas comme vous le faites, parce qu'il avait une idée précise de la manière dont on devait ou pas traiter les choses. Mais pour moi, c'est le plus important, et c'est ce qui m'a toujours le plus impressionné chez Jean-Pierre, c'est cette curiosité et le souci de ne jamais être en retard, ce qui effectivement est un défaut pour un journaliste. Vous concluez remarquablement cet hommage que nous rendons, on peut parler d'hommage à Jean-Pierre Elkabbach qui fut un immense journaliste, encore une fois, sans doute à l'ancienne, on peut le dire, la façon dont il gérait ses relations avec les hommes et les femmes politiques. Merci infiniment Arlette. Juste cette archive, encore une fois, avec Georges Marchais. Ce que vous venez de dire reflète un peu ce que vous avez entendu sur la lutte contre l'impérialisme, la progression, non? Oh non. Ça fait 20 fois que je discute avec vous. Mais vous n'en parliez pas comme ça. Vous n'en parliez jamais comme ça. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations. Je ne suis pas obligé d'aller... Je ne vais pas apprendre mes leçons à l'étranger. C'est pas ce que j'ai dit. Dans ma petite tête, je me souviens... Quand je vais à l'étranger, je discute, j'écoute, etc. Mais je suis quand même... Je sais, je ne suis peut-être qu'un ouvrier à vos yeux. Et voilà. Il y avait un numéro entre les deux, c'est très connu. Taisez-vous Elkabbach. François, je crois qu'il a vraiment jamais dit vraiment les mots Marchais, mais c'était ce qui ressortait de leurs échanges sur le plateau. C'est l'imitation de Thierry Leluron, je crois, qui a popularisé cette apostrophe apocryphe. En effet, il ne l'a jamais dit. Mais nous l'avons tous entendu. Et c'est comme ça qu'il l'a vécu, Jean-Pierre, comme un moment difficile aussi, c'est-à-dire le sentiment de ne pas être reconnu à sa place et dans l'exercice qu'il devait faire, qu'il devait pratiquer, qui était un journalisme où on pose les questions, toutes les questions. Et c'est la fameuse phrase aussi où on entend Marchais dire « c'est votre question, mais c'est ma réponse ».